Vous écoutez le balado Un État bilingue particulier, créé dans le contexte d'un projet de Moment déterminant Canada du même nom. Le projet Un État bilingue particulier explore 250 ans de bilinguisme institutionnel français-anglais dans toute sa complexité évolutive, de l'Acte de Québec au présent, dans le contexte plus large de l'utilisation des langues au Canada. Chaque épisode consiste d'une conversation entre moi, Louis Lebel, créateur de contenu numérique au sein de Moment déterminant Canada, et de Serge Dupuis, un historien franco-ontarien, auteur de 3 livres et de plus de 30 articles portant tous sur le sujet de communautés francophones minoritaires au Canada. Dans ce 4e épisode, Serge et moi discutons de la dualité du Nouveau-Brunswick. Donc Serge, aujourd'hui, on parle de la dualité du Nouveau-Brunswick. On parle encore des droits scolaires francophones, on parle du bilinguisme, mais spécifiquement, on veut parler du Nouveau-Brunswick ici, qui est quand même particulier. Puis pour commencer, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il y a de particulier avec le Nouveau-Brunswick qui va éventuellement expliquer cette dualité si on regarde l'histoire du Nouveau-Brunswick. Bien, d'abord, le territoire était peuplé principalement par le peuple Mi'kmaq et a été très peu colonisé à l'époque de la Nouvelle-France. Les Acadiens s'étaient établis surtout dans ce qui est devenu la Nouvelle-Écosse. Puis on pense à Grand-Pré, la vallée de l'Annapolis. C'était des agriculteurs au 17e et 18e siècle, des Acadiens. Il y a eu le grand dérangement ou la déportation des Acadiens dans le cadre de la guerre de 7 ans, qui s'est passée à partir de 1755. Il y a une bonne moitié des Acadiens qui ont été dépossédés de leurs terres et expulsés vers d'autres colonies, les 13 colonies américaines, la Louisiane, la France, la Grande-Bretagne. Il y en a d'autres qui se sont enfuis. Il y en a quand même une bonne moitié qui se seraient enfuis vers les forêts du Nord, qui ont traversé la baie de Fundy et qui ont remonté le fleuve Saint-Jean. Il y en a d'autres qui se sont retrouvés du côté du golfe du Saint-Laurent, dans la région de Miramichi, où ils ont établi le camp d'Espérance, dis-je, en 1756. Avec le traité de Paris de 1763 qui a cédé la Nouvelle-France à la Grande-Bretagne, les Acadiens ont pu rentrer dans la colonie britannique de la Nouvelle-Écosse à ce moment-là, et la Nouvelle-Écosse comprenait aussi le Nouveau-Brunswick. Mais leurs bonnes terres agricoles étaient occupées par des colons britanniques et américains. Ils ont dû faire autre chose. Donc, il y en a plusieurs qui se sont joints aux Acadiens qui s'étaient retrouvés sur le golfe du Saint-Laurent et qui ont fondé des petites communautés de pêcheurs, souvent, et qui ont survécu avec l'aide des Mi'kmaq. Et puis, l'impact de la déportation a été dévastateur sur la société acadienne, qui était une société agricole quand même assez prospère, avec un certain niveau d'alphabétisme. L'analphabétisme a pris un siècle de retard à ce moment-là. Les Acadiens sont devenus extrêmement pauvres. Ceux qui rentraient, en tout cas, ils ont dû repartir à zéro. Et ça a pris plusieurs générations pour revenir à un certain niveau de vie qu'ils avaient connu à l'époque de l'Acadie coloniale. Le Nouveau-Brunswick s'est détaché pour devenir une colonie britannique distincte de la Nouvelle-Écosse en 1784, alors que des loyalistes américains s'installaient dans les maritimes. Dans la première moitié du 19e siècle, comme c'était le cas au Haut et au Bas-Canada, on a établi des grammar schools, c'est-à-dire des écoles qui enseignaient la lecture, l'écriture et l'arithmétique pendant quelques années avant que les enfants, les garçons aillent travailler avec leur père et les filles rentrent à la maison pour aider à élever leurs frères et sœurs plus jeunes. Les Acadiens n'avaient pas nécessairement d'école parce que les communautés devaient elles-mêmes subventionner la constitution d'école, ce qui veut dire qu'on avait des maîtres ambulants souvent qui donnaient des classes en langue française, parfois des écoles, mais c'était un système qui était quand même très inégal. La population acadienne était quand même très petite. On parle d'un peu plus de 3000 personnes au début du 19e siècle, mais étant donné qu'elle était catholique, cette population-là, et que l'Église encourageait la forte natalité, eh bien, la population s'est mise à croître. Et en 1801 et 1871, la population a augmenté 12 fois pour atteindre 45 000 individus. Et comme en Ontario français, comme on s'en parlait dans le premier épisode, il y a eu une question de masse critique. On est devenu assez nombreux pour justifier la construction de paroisses, d'écoles, d'associations caritatives, d'hôpitaux. Ce qui fait que quand le Nouveau-Brunswick s'est joint pour former la Confédération avec
les trois autres provinces fondatrices, eh bien, les Acadiens étaient quand même une proportion significative du Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, on estime qu'ils étaient à peu près 18-19 de la population. Sauf que la Constitution de 1867 ne prévoyait aucune mesure spécifique aux Acadiens. L'article 133 reconnaissait le bilinguisme des institutions du Québec, des cours fédérales, du Parlement fédéral. Et l'article 93 reconnaissait des droits scolaires religieux aux protestants du Québec et aux catholiques de l'Ontario. Mais le Nouveau-Brunswick, dis-je, n'avait pas de loi qui permettait des écoles séparées. Ce qui veut dire que lorsque le Nouveau-Brunswick a adopté sa Common Schools Act en 1871, ben, c'est sûr qu'on a amené plusieurs progrès démocratiques comme la gratuité scolaire, puis l'avènement des districts scolaires, mais on a interdit l'enseignement du catéchisme et du français. Et ça a amené une résistance scolaire quand même assez spectaculaire pour finalement aboutir à un rétablissement de l'enseignement en français et du catéchisme enseigné après les heures de classe par des religieux. Mais on n'a jamais pu obtenir des écoles séparées ou des écoles religieuses au Nouveau-Brunswick. Depuis 1871, les écoles financées par les deniers publics sont des écoles publiques. Donc, ça se résume à ça, essentiellement, le régime linguistique au Nouveau-Brunswick. Il n'y a aucun droit pour les Acadiens, sauf l'enseignement en français dans les écoles des localités homogènes ou à forte majorité francophones. Je trouve que ta dernière phrase est quand même assez forte quand on parle ici d'un épisode qui parle de la dualité du Nouveau-Brunswick. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui connaissent le Nouveau-Brunswick comme étant une province bilingue, etc. Mais la dernière phrase que tu dis, c'est qu'il n'y a aucun droit pour les Acadiens, excepté quand même un droit acquis qui est quand même petit. Qu'est-ce qui mène justement à cette dualité-là? Parce que ce que tu viens de nous décrire, c'est des fondements, une base, mais je vois pas nécessairement un portrait d'une Oui. province bilingue et duelle. Donc, comment est-ce que ça va progresser dans le temps? C'est une excellente question, puis je vous donnerai deux raisons principales. On ne peut pas occulter la question de la masse critique des francophones pour modeler ou non la culture politique provinciale. On pourrait évoquer l'exemple du Manitoba, par exemple, qui a été créé en 1870, où on avait une majorité francophone au départ. C'est la raison pour laquelle le Manitoba était bilingue, était une deuxième province bilingue après le Québec en 1870. Ce sont des privilèges qui ont été perdus assez rapidement avec l'immigration anglo-protestante de l'Ontario et des États-Unis au point où on a aboli le linguisme provincial et on a aboli l'enseignement en français en 1890 au Manitoba, au fur et à mesure que la population s'est minorisée. Dans le Nouveau-Brunswick, on a un parcours contraire, c'est-à-dire la masse démographique croît. Les Acadiens n'ont jamais été majoritaires au Nouveau-Brunswick, sauf qu'ils ont toujours été au 20e siècle et au 21e siècle une masse critique et ont toujours eu un poids démographique considérable. On parle de 18-19 au moment de la Confédération. On a déjà été 41 en 1941. On est à peu près là, au sommet là, du poids démographique acadien, qui aujourd'hui est plus aux alentours de 30 32-31 il me semble, la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, il y a la question de la masse critique. On a une influence sur la culture politique provinciale lorsqu'on peut faire et défaire des gouvernements provinciaux. Et ça, c'est vraiment une situation unique. Je veux dire, au Québec, étant donné qu'on a 80 de la population, c'est clair que si on n'a pas le vote francophone, on ne peut pas former un gouvernement. Mais au Nouveau-Brunswick, ça a longtemps été vrai aussi qu'il fallait quand même un appui acadien pour former un gouvernement. Ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces où les francophones sont 3, 2, 4, 5 on peut s'en passer. Donc, ça a une incidence sur la culture politique locale. La deuxième dimension, je pense, qui explique comment finalement, le Nouveau-Brunswick, c'est la seule province où il y a une communauté politique francophone qui est reconnue comme telle, qui a des droits politiques en tant que communauté dans la Constitution. C'est même pas le cas pour le Québec, soit dit en passant. Il y a la question de volonté. Les Acadiens n'ont jamais oublié qu'ils ont été déportés. Ils n'ont jamais oublié qu'ils avaient subi ce qu'aujourd'hui on appellerait un crime contre l'humanité. Je veux dire, le déplacement forcé de population, une espèce de nettoyage ethnique,
ça correspond à des définitions de crimes de guerre, ça. Les Acadiens ne l'ont pas oublié et ça a voulu dire qu'ils ont eu aussi, avec la croissance de cette masse démographique-là, une volonté de se développer en tant que peuple, en tant que communauté autoréférentielle, en tant que communauté politique, qui aurait non seulement des services dans leur langue, mais aussi des institutions autonomes. Et tout ça s'est organisé avec ce qu'on a appelé la Renaissance acadienne, qui commence après la crise scolaire des années 1870. On a doté la communauté d'un drapeau, le tricolore étoilé. Les Canadiens français n'ont pas eu de drapeau avant 1903. Eux en ont un à partir de 1881. On a eu la Société nationale de l'Acadie, donc un lobby politique. Il n'y avait pas d'autres communautés. Il y avait la Société Saint-Jean-Baptiste au Québec, mais qui avait été fondée en 1834, mais la Société nationale de l'Acadie. On a eu l'Évangéline, 1887, un journal interprovincial qui a été un hebdomadaire, un bi-hebdomadaire et même un quotidien pendant plusieurs décennies, et plusieurs institutions caritatives, religieuses, collégiales, pour exprimer, en collaboration, puis par l'entremise du réseau institutionnel de l'Église catholique, une communauté politique autonome. Et à l'extérieur du Québec, c'est au Nouveau-Brunswick où ça s'est réalisé le plus. Donc, on a commencé à former des enseignants. Dès 1884, on avait un département de français au sein de l'École normale provinciale. Ça a pris en Ontario jusqu'en 1927 pour qu'on ait un responsable de l'enseignement en français. On a établi un hôpital, l'Hôtel Dieu de Moncton, en 1922 et d'autres hôpitaux ailleurs dans la région. En Ontario, premier hôpital francophone de langue française, probablement à la fin, c'est Montfort, en 1946, si je ne me trompe pas. Donc, on fait des choses en premier, bien sûr, en s'inspirant de l'exemple québécois et puis de larges parties du réseau institutionnel de l'Église qui sont animés par un clergé québécois et français qui mène les Acadiens vers cette renaissance tranquille-là et la constitution d'une politique, d'une communauté politique autonome. Donc, à la fois la masse critique qui augmente et la volonté fait en sorte que on est quand même au milieu du 20e siècle, une communauté sophistiquée avec des caisses populaires, puis des coopératives, puis vraiment un réseau très, très, très développé et une population acadienne qui part en exil aussi vers la Gaspésie, vers Québec. On a des membres de l'élite qui sont instruits à l'Université Saint-Joseph, de même Cook à partir de la fin du 19e siècle. Il y en a d'autres qui se retrouvent à l'Université Laval de Québec et qui ramènent des idées au Nouveau-Brunswick. Et donc, quand on commence à parler d'une révolution tranquille au Québec, bien, ça a des échos très directs au Nouveau-Brunswick à peu près en même temps. Donc là, je vois beaucoup plus le portrait d'une communauté dualiste, je ne sais pas si c'est le bon mot, une double, la dualité du Nouveau-Brunswick, je la vois beaucoup mieux avec le portrait que tu viens de nous faire. Puis tu finis en parlant justement des idées qui sont importées, des gens qui viennent potentiellement avoir étudié au Québec, qui viennent après avec des idées politiques qui sont empruntées de là-bas. Ce qui me fait voir une phrase dans ce que tu as écrit, dans les notes que tu m'as partagées, qui dit que la Convention d'orientation nationale des Acadiens en 1979 propose un projet collectif qui verrait le Nouveau-Brunswick adopter bien plus qu'un bilinguisme de façade. Je trouve que cette phrase-là est assez... et je la trouve belle dans la façon que tu décris un bilinguisme de façade qui pourrait avoir lieu dans plusieurs autres provinces, puis que le Nouveau-Brunswick veut quelque chose de plus que ça. Peux-tu nous expliquer non seulement ce qu'ils veulent, mais ce qu'ils ont réussi à avoir? Oui, oui. Donc, on fonctionne toujours sur deux fronts, c'est-à-dire des politiques de reconnaissance des services gouvernementaux dans les deux langues officielles et l'autonomie maximale de la communauté politique acadienne. Et ça a des racines anciennes. J'en parlais de la Renaissance acadienne de la fin du 19e siècle. On pourrait aussi parler du gouvernement de Louis-J. Robichaud, qui a été élu quelques semaines avant Jean Lesage au Québec. Lui aussi était libéral et qui a agi sur les deux fronts d'une certaine façon. Donc, il y avait le programme Chance égale pour tous qui cherchait à mieux redistribuer les ressources de la province. Donc là encore, on est dans une quête de justice sociale pour les individus, pour leur avancement socio-économique, sauf qu'on reconnaît aussi une certaine forme de dualité en ouvrant des écoles secondaires publiques de langue française
avec beaucoup moins de crises scolaires, par exemple, que l'Ontario ou les autres provinces canadiennes. En fait, souvent, on prend le relais de collèges qui ont été établis pour les garçons ou pour les filles. On les laïcise et puis il y a très peu de crises scolaires. Il y en a eu à certains endroits dans les milieux bilingues, mais beaucoup moins que dans les autres provinces. On a aussi créé la première université publique de langue française à l'extérieur du Québec avec l'Université de Moncton en 1963 qui prenait le relais de collèges classiques et puis de l'Université Saint-Joseph qui était religieux. Mais quand même, le gouvernement Robichaud agit sur ces deux fronts-là. Puis on pourrait dire la même chose du gouvernement Hatfield aussi, qui est élu en 1970, progressiste conservateur, mais je vous dirais de la lorgnette d'aujourd'hui, beaucoup plus progressiste que conservateur dans la mesure où il reconnaît qu'on a besoin de faire plus que de reconnaître les langues officielles, parce qu'en 69, c'est ce que le Nouveau-Brunswick a fait, a reconnu 3 mois avant le fédéral une loi sur les langues officielles pour reconnaître le français et l'anglais comme les langues de l'appareil provincial. C'est des langues de service, ça ne concerne pas tout, ça ne concerne pas nécessairement les services de santé ou les municipalités, puis il y a 8 ans de délai pour l'application, donc c'est quand même lent, mais on voit qu'il y a une marche envers à la fois la reconnaissance des services gouvernementaux dans la langue de la minorité, mais de sa grosse minorité, là, parce que c'est quand même 35% de la population. Et le gouvernement Hatfield poursuit sur cette veine-là par exemple, en créant une autorité distincte au sein du ministère de l'Éducation. Donc, on n'a pas seulement des responsables du programme, mais on a carrément un deuxième ministère de l'Éducation en français là, qui est constitué en 1974. On ouvre une première école de droit en français, la première à enseigner le common law en français à l'extérieur du Québec en 1978. Et avec la Convention d'orientation nationale des Acadiens, ben, c'est sûr qu'on est en faveur là, du bilinguisme administratif, des politiques de reconnaissance, mais on veut pousser plus loin la logique autonomiste. Et puis, il y a plusieurs projets qui sont mis de l'avant. Il y a des franges plus radicales comme le Parti acadien, qui a essayé de gagner quelques circonscriptions, qui a essayé de gagner quelques circonscriptions, qui l'a presque fait à quelques endroits, mais qui veut carrément créer une province acadienne, scinder le Nouveau-Brunswick là, du nord-ouest au sud-est pour diviser le territoire là, en fonction là, de la concentration des francophones et des anglophones. Il y en a d'autres qui voudraient plutôt créer un État à l'intérieur de l'État ou permettre aux communautés acadiennes de se joindre au Québec éventuellement. On parle de retracer des frontières provinciales. Donc, dans un contexte aujourd'hui, ça peut sembler loufoque, mais en 1979, le Parti québécois est au pouvoir, promet un référendum sur la souveraineté association, et on a l'impression, et on est en réforme constitutionnelle à Ottawa, donc on n'hésite pas de rêver non plus par rapport à ce que les choses pourraient être et devenir. Le gouverneur Hatfield, à ce moment-là, n'a pas l'intention de scinder la province, ça, même pas, même l'idée de créer une province à l'intérieur d'une province, ça ne lui plaît pas trop. Mais il reconnaît qu'il y a besoin de faire plus pour reconnaître les Acadiens comme communauté politique. Donc, alors que le gouvernement fédéral est très réfractaire à reconnaître les francophones comme communauté politique, au plus, dans l'article 23, on reconnaît qu'il existe des parents qui forment des communautés, qui auraient un droit de gestion et de contrôle sur des écoles distinctes. Mais le gouvernement fédéral ne veut vraiment pas reconnaître les francophones ou les Québécois comme société distincte ou comme peuple, parce que qui dit peuple dit un certain droit à l'autodétermination. Bon, il y a des modèles ailleurs dans le monde, des modèles d'États associés, il y a des régimes fédéraux qui sont différents, comme en Suisse puis en Belgique, où il y a plus d'autonomie régionale, puis d'autonomie pour les domaines culturels. Mais le gouvernement fédéral s'inspire beaucoup plus des États-Unis dans ces exemples et puis de la Grande-Bretagne et ne souhaite pas aller dans ce sens-là. Mais le gouvernement Hatfield, devant les circonstances particulières où c'est quand même 35% de la population, ils sont concentrés territorialement dans le nord et dans l'est de la province. Ils pourraient se séparer à un moment donné. Si le oui était passé pour la souveraineté association, ça aurait pu mener à d'autres développements au Nouveau-Brunswick. Donc, en 1979, on ne le sait pas encore ce qui va arriver. Donc, le gouverneur Hatfield dit qu'on devrait reconnaître deux communautés linguistiques officielles.
On n'utilise pas le mot peuple, on n'utilise pas le mot société, on parle de communauté linguistique. Et c'est ce que la loi 88, adoptée en juillet 81, fait. Elle reconnaît l'égalité des statuts, des droits et des privilèges des deux communautés linguistiques. Puis on accorde à chacune le droit à des institutions distinctes dans les domaines culturels, éducatifs et sociaux. Donc, des associations culturelles distinctes, des écoles distinctes, des conseils scolaires, des regroupements sociaux. Vous remarquerez qu'on n'a pas parlé de santé encore, mais on reconnaît qu'il y a deux communautés puis qu'elles ont des droits, mais on cherche à conserver la province et son intégrité territoriale en reconnaissant surtout des libertés individuelles, mais on cherche à freiner l'assimilation linguistique des Acadiens, surtout ceux qui se trouvent dans les villes bilingues, les milieux anglophones du sud et de l'ouest de la province, et que la loi 88 est un geste de bonne foi envers les Acadiens. Les organismes porte-parole la trouvent insatisfaisante, mais c'est quand même un pas qu'aucune province ou le gouvernement fédéral n'ont franchi, bien franchement, pour reconnaître les francophones comme, pas comme société, comme communauté linguistique distincte. Donc, on parle ici de l'égalité des statuts dans la communauté, puis comme tu dis, c'est un pas qui n'a pas été franchi nulle part d'autre, mais aussi que les organisations activistes, les organisations de droits francophones trouvent insatisfaisantes. Ça, c'est en 1981. Rendu aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore d'une progression des droits? Est-ce qu'il y a des droits acquis qui font bien la job ou est-ce qu'on cherche encore à croître la présence ou les droits francophones dans la province? Donc, la reconnaissance des droits individuels et collectifs comme processus a beaucoup ralenti devant l'opposition de groupes comme Confederation of Regions, qui est un parti un peu francophobe, très à droite, qui a formé l'opposition officielle en 1987. Donc, les libéraux de Frank McKenna n'ont pas fait grand-chose là, pour la dualité linguistique. Ils ont cherché à conserver et réaménager ce qui existait. D'ailleurs, l'une des grandes mesures de cette époque-là, à l'hiver 1993, c'est qu'on a enchâssé la loi reconnaissant l'égalité des communautés linguistiques à l'intérieur de la charte. C'est un des rares changements constitutionnels que le gouvernement Mulroney est parvenu à faire. Donc, la loi 88 a été constitutionnalisée, alors que la charte de 82 avait seulement constitutionnalisé la loi sur les langues officielles provinciales de 69. Donc, on a réussi à faire cela. Par la suite, on peut dire que le bilinguisme s'est développé au niveau municipal. Il y a eu un arrêt devant la Cour suprême par rapport aux droits linguistiques des résidents de Moncton, puis par rapport à la validité des arrêts et des ordonnances publiées en anglais seulement. Et les municipalités ont été obligées de traduire certains règlements. La Cour d'appel du Nouveau-Brunswick a demandé de revoir la loi sur les langues officielles. La ville est devenue officiellement bilingue. Et dans la refonte de la loi sur les langues officielles de 2002 du gouvernement progressiste conservateur de Bernard Lord, bien, essentiellement, c'est dans la loi, toute municipalité qui a au moins 20 d'anglophones ou de francophones comme minorité linguistique officielle doit être officiellement bilingue, c'est-à-dire publier ses arrêtés dans les deux langues, offrir les services et communications dans les deux langues. On a créé un poste de commissaire aux langues officielles au niveau provincial, imitant ce qui existait au fédéral depuis 70. Et ce bilinguisme-là s'est même étendu aux institutions fédérales. On parle récemment, par exemple, de l'application de la Charte de la langue française aux institutions fédérales au Québec. Ben, depuis 2008, en fait, la Gendarmerie royale du Canada a plus d'obligations linguistiques au Nouveau-Brunswick qu'elle en a en Nouvelle-Écosse ou au Manitoba, par exemple, parce qu'elle est soumise aux exigences de la province qui n'a pas de police provinciale. On peut aussi noter le développement d'une régie de santé francophone pour la moitié de la province. Ça, c'est unique au Canada aussi. Donc, en 2010, on a développé, on a rassemblé les régies régionales qui étaient bilingues, anglophones ou francophones. Et on a maintenant une régie qui gère tous les hôpitaux d'Edmundston à Moncton, par exemple, une régie francophone qui fonctionne en français. Donc, c'est une agence publique provinciale qui fonctionne en français, qui doit offrir des services en anglais aussi, là, de première ligne, mais c'est une institution qui fonctionne en français avec des hôpitaux et des centres de santé qui sont francophones. Et le pendant anglophone existe aussi, c'est-à-dire l'autre régie
pour le sud et l'ouest de la province fonctionne en anglais, mais doit offrir des services en français à la minorité francophone de Fredericton et Saint John, par exemple. Donc, un gros développement. Il n'y a pas d'autre province qui a ça. Vraiment une grosse agence publique francophone où on gère des fonds publics pour la santé. Euh, il y a eu quelques petites réformes à la loi sur les langues officielles en 2013 pour élargir les responsabilités du commissaire aux langues officielles. On est dans des changements qui sont plus cosmétiques. Les associations professionnelles ont des obligations linguistiques aussi. Ce processus de développement-là a été mis à mal à partir de 2018 avec l'élection du gouvernement de Blaine Higgs qui a coopté des éléments de l'ancien parti Confederation of Regions. Lui-même, M. Higgs est un ancien membre du parti de droite. Donc, les Acadiens puis la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick ont dû se mobiliser dans les dernières années pour conserver les pouvoirs qu'ils ont dans leur commission scolaire, dans la régie de santé, pour conserver le financement à l'éducation en français, pour conserver le financement accordé à l'immersion française. Donc, on est dans une stratégie défensive beaucoup depuis 2018. Donc, la refonte et le développement de la dualité institutionnelle ou du bilinguisme individuel ne va pas tellement bien actuellement, alors qu'on se parle, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont en place et un régime de dualité qui est plus sophistiqué que dans n'importe quelle autre province du pays. J'allais dire, tu finis sur une bonne note, mais pas nécessairement sur une note positive, mais sur une note de conclusion qui englobe, on comprend vraiment la dualité, les droits acquis du Nouveau-Brunswick, puis le combat actuel. Puis en tant que franco-ontarien moi-même, je vois vraiment plusieurs choses que le Nouveau-Brunswick a pu avoir, ou a réussi à avoir grâce à peut-être un poids démographique un petit peu plus élevé ou grâce à certaines différentes choses qui pourraient être souhaitables pour plusieurs différentes communautés. Mais comme tu le dis, euh, qui est unique au Nouveau-Brunswick dans la Confédération canadienne. Donc, le portrait est très bien dessiné, on va dire. Je te remercie d'avoir pris le temps de parler non seulement aujourd'hui du Nouveau-Brunswick, mais ça clôt notre série de 4 discussions sur ces sujets qui sont tous connexes. Donc, je te remercie, Serge, d'avoir pris le temps, non seulement aujourd'hui, mais dans les dernières semaines, de parler avec nous pour ceci. Puis j'invite n'importe qui a écouté seulement celle-ci d'aller écouter les autres, d'aller lire tout ce que Serge a écrit, non seulement pour Moment déterminant Canada, mais je ne vais pas dire tout dans sa carrière qu'il a écrit, ça va être beaucoup de lecture. Serge, t'es quand même assez. Euh, mais vraiment, c'est pas à tous les jours qu'on a la chance de parler avec quelqu'un qui connaît aussi bien le sujet. Donc, je te remercie, Serge, d'avoir pris le temps, puis j'invite les auditeurs à devenir lecteurs. Comme toujours, merci à Serge de s'être joint à moi pour cette discussion sur la dualité du Nouveau-Brunswick. Si vous avez trouvé cette discussion enrichissante, sachez qu'il y a plusieurs autres épisodes de cette série, des ressources connexes et d'autres ressources sur le même sujet sur le site web de Moment déterminant Canada.